Bonsoir à tous, merci d'être là. Bonsoir Michaela, bonsoir Hans, et merci à vous deux aussi de votre présence. Nous avons de la chance parce que nous avons ce soir dans cette salle, dans ce studio 104, deux des tout meilleurs spécialistes des relations franco-allemandes, en la personne d'une correspondante d'un très grand journal allemand et d'un politologue qui connaît sur le bout des doigts tout ce qui touche à la France et à l'Allemagne. Alors, avant d'entamer ce débat, de poser des questions à nos deux invités, je vais faire un point quand même sur l'état des lieux de la campagne électorale allemande, même si j'ai observé pendant le quiz et grâce aux questions qui ont été posées tout à l'heure à l'ambassadeur que dans la salle, il y a surtout des gens qui connaissent parfaitement la situation allemande, mais peut-être y en a-t-il aussi, j'en connais, qui n'ont pas cette même connaissance. Alors, un bref rappel. Avant d'imaginer peut-être, si vous le voulez bien, les différents scénarios qui sont envisageables après le 26 septembre. Quelles sont les forces en présence aujourd'hui? Vous avez donc trois candidats, on les a vus tout à l'heure à l'image. Il y a Olaf Scholz, le candidat social-démocrate du SPD, c'est l'actuel ministre fédéral des Finances du gouvernement Merkel, il est aussi vice-chancelier. Olaf Scholz a une formation d'avocat, il est originaire de Basse-Saxe. Il a aussi travaillé à Hambourg et c'est l'ancien secrétaire général du SPD à l'époque de Gerhard Schröder au début des années 2000. Armin Laschet, candidat conservateur, donc de la CDU et de la CSU, c'est-à-dire la filiale bavaroise de la CDU, c'est l'actuel ministre-président de Rhénanie du Nord-Westphalie. Pour ceux qui n'ont pas en tête la carte des Länder allemands, c'est un land de l'ouest de l'Allemagne qui est limitrophe des Pays-Bas et de la Belgique. Il est d'ailleurs lui-même originaire de Belgique, enfin il y a une famille originaire de Belgique. Et c'est aussi un ancien confrère, c'est un ancien journaliste. Il est président de la CDU depuis janvier dernier. Et puis, troisième candidat qui est une candidate, Annalena Baerbock, celle des Verts, députée au Bundestag, elle vit à Potsdam, près de Berlin. C'est la plus jeune des trois, elle a 40 ans, c'est-à-dire qu'elle a à peu près 20 ans de moins que ses deux concurrents. Annalena Baerbock est porte-parole du parti, enfin était porte-parole du parti sur les questions climatiques. Et pour l'anecdote, elle a dans ses intentions exprimées lors de la campagne l'augmentation du prix de l'essence, ce qui, dans un pays comme l'Allemagne, n'est pas tout à fait anodin. Donc voilà pour les candidats. Et rapidement, pour vous fixer les idées, voilà où nous en sommes de l'état des sondages aujourd'hui, ou plutôt hier. Ils ont été les sondages les plus récents que j'ai trouvés datent d'hier. Ce sont ceux de l'Institut Forza, qui est un des principaux instituts allemands, et de l'Institut GMS. Ils sont à peu près dans les mêmes fourchettes pour ce qui est de la place des candidats. Les intentions de vote concernant le SPD aujourd'hui, donc à 10 jours du scrutin, sont de 25%. Pour la CDU-CSU, entre 21 et 23%. Pour les Verts, de 16 à 17%. Viennent ensuite les libéraux du FDP, entre 11 et 13%. Puis l'extrême droite de l'AfD, Alternative für Deutschland, 11%. Et enfin, Die Linke, que l'on qualifie en France de gauche radicale, et ils obtiennent, dans les intentions de vote, 6%. Alors, effectivement, l'ambassadeur l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes encore loin de l'élection, il y a beaucoup d'indécis, probablement 40%, tout ça peut changer, ça donne quand même une tendance. Michaela, on est tout de suite impatients, nous, de savoir, malgré toutes les réserves que je viens de formuler, quelles sont les coalitions possibles en fonction de ce que disent les sondages aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut raisonnablement imaginer? Oui, alors tout d'abord, bonsoir, je suis très heureuse d'être là. Je pense, et ça a été dit déjà, il faut se méfier un petit peu des sondages parce qu'il y a eu dernièrement une élection dans le land de Sachsen-Anhalt et il y a eu un écart de 10%
10% entre les sondages et le résultat, donc c'est énorme. Après cette mise en garde, effectivement, nous sommes dans une situation inouïe depuis la fin de la guerre et les débuts de la République fédérale. Pour la première fois, il ne sera pas possible, si les sondages ne se trompent pas complètement, de former une coalition à deux. Et donc, on aura très vraisemblablement, pour la première fois, une coalition à trois. Et ça change un petit peu le jeu, parce que jusqu'à maintenant, c'était deux partenaires qui devaient négocier sur beaucoup de sujets. On a eu un petit avant-goût l'année dernière, il y a 4 ans, pardon, en septembre 2017. Et d'ailleurs, je crois que le président Macron s'en souvient bien. Il y a eu des négociations à 3. Et ça s'est très mal terminé. Et du coup, on a eu de contrats de coalition qu'en mars 2018. Alors, j'espère pour nous tous que cette fois-ci, ça ira un peu plus vite. Alors, dans ce cas de figure et avec toutes les réserves que vous venez de préciser, qu'est-ce qui est possible? Qui pourrait être le faiseur de roi dans cette coalition à 3? Alors, les Allemands adorent les combinaisons de couleurs. Alors, il faut savoir que la palette des couleurs n'est pas tout à fait pareille. Pour la SPD, c'est rouge. Pour la CDU, c'est noir. Pour les Verts, ça s'entend. Et les libéraux, c'est jaune. Donc, on parle d'une possible coalition Jamaïca, comme le drapeau de la Jamaïque. On parle aussi d'une coalition de l'Allemagne, c'est-à-dire les 3 couleurs du drapeau allemand. Ce serait assez intéressant de voir si la SPD, les libéraux et la CDU forment une coalition, mais il y a aussi une possibilité, et c'est un grand sujet pendant la campagne, que les 3 partis de gauche, c'est-à-dire la SPD, les Verts et Die Linke, que Bertrand a qualifié de gauche radicale, forment une coalition de gouvernement. Donc, toutes les options sont sur la table et tout dépendra finalement vraiment du résultat. Et des petits pourcentages, il faut une majorité. La Constitution prévoit même qu'il puisse y avoir un gouvernement minoritaire, mais c'est normalement pas ce qui se passe à la sortie des urnes. C'est plutôt une solution d'échange quand un partenaire de coalition veut changer ou s'il y a des députés qui changent de parti. Donc c'est très ouvert, hein. On voit que c'est très très ouvert. Il y a énormément de possibilités. Hans Stark, vu d'ici, on connaît maintenant un peu en France, on commence à connaître les 3 candidats, même si dans le détail, un peu leur profil n'est pas très connu. Quels sont les thèmes de campagne? Est-ce que les décisions très spectaculaires qui sont restées dans la mémoire collective en France, les décisions spectaculaires de la chancelière, qui par ailleurs a été très linéaire dans son mode de gouvernement, impactent ces thèmes de campagne? Je veux parler de l'arrêt du nucléaire, je veux parler de la vague d'immigration qu'elle a acceptée, 1 million de migrants à majorité syriens, et puis de ce plan de relance européen, 750 milliards d'euros, qu'elle a fini par accepter après pas mal de réserves, on va dire. Bien, c'est une des critiques qu'on formule en Allemagne aujourd'hui, à savoir que c'est une campagne un peu bizarre, puisque justement les grands thèmes de société, mis à part peut-être la question climatique, les grandes questions de sociétales sont absentes du débat. Le débat, enfin si débat il y a, la campagne électorale tourne autour plutôt de ces 3 personnalités et en réalité aujourd'hui de plus en plus sur ce binôme Scholz-Laschet qui propose, qui promet le plus de stabilité, qui rassure le plus, qui est plus sympathique, qui a l'air le plus véritable leader. Donc on est un peu loin des grands enjeux. L'Europe est absente, la politique étrangère est absente, la défense est absente
sauf pour la gauche radicale du débat électoral. On sort maintenant quelques thèmes. Laschet a formé une espèce de future team donc une équipe. On ne sait pas si ce seront les futurs ministres, mais il appelle ça son équipe rapprochée d'un avenir politique si jamais il est élu chancelier. Et il sort parfois des choses, le candidat Laschet, qui sont en contradiction d'ailleurs aussi avec le programme de la CDU. Par exemple, il a dit dans un débat télévisé à la télé qu'il n'y aura pas avec lui de baisse des impôts, de baisse fiscale, alors que c'est exactement écrit dans le programme de la CDU que ce sera le cas. Si jamais la CDU arrive au pouvoir, ils vont essayer de permettre des baisses fiscales. Je pense que tout le monde est très prudent, car nous avons 3 candidats, et surtout 2 des 3, donc les 2, Scholz et Laschet, qui sont aujourd'hui vraiment dans un mouchoir de poche pour être élus. Tous les 2 se donnent une image très centriste. Centre-gauche, mais plutôt quand même centre que centre-gauche pour Scholz, et Laschet, finalement, centre-droite. Alors, ce qui m'amène, je dirais, à la question suivante qui s'enchaîne, c'est-à-dire voilà, celui de l'héritage de Merkel. Et je voudrais bien avoir votre avis à tous les deux. Hans, est-ce que vraiment, aujourd'hui, pour être candidat en Allemagne, il faut se réclamer, au fond, du mode de gouvernement Merkel ? Alors, Scholz ne se réclame pas de Merkel comme ça. Et bon, il a fait cette blague avec Losange, et bien sûr c'est aussi quand même pour un clin d'œil. Un tout petit peu, c'est un clin d'œil. Et d'ailleurs, il a dit aussi beaucoup de bien de Merkel. Et évidemment, c'est aussi son propre bilan qu'il défend en disant que nous avons bien gouverné ensemble. Donc, il ne peut pas tout renier, c'est évident. Mais il ne dit pas vous votez Scholz et vous aurez un Merkel bis. Ce serait trop simple. Et Laschet n'arrête pas de dire maintenant il faut tourner la page, il faut aller vers l'avant. Donc, il ne critique pas ouvertement Merkel non plus, parce qu'en plus, il a besoin d'elle. Et il a besoin qu'elle lui accorde son soutien dans les débats qui vont venir dans les jours qui viennent. Ce qu'elle a déjà fait beaucoup jusqu'à présent. Il s'en sépare. Et puis, il a quand même nommé dans son équipe le plus grand adversaire de Merkel sur le plan intérieur, qui est Friedrich Merz. Donc, comment est-ce qu'à la fois être dans une logique post-merkelienne, mais dans la continuité, tout en nommant celui avec lequel Merkel s'est le plus, je dirais, battu sur le plan politique. Donc ils sont obligés de jouer sur ces contradictions. C'est quand même plus que bizarre. Mais je veux dire par là, et je termine pour ne pas être trop long, nous allons avoir des surprises avec les nouveaux députés qui vont arriver au Bundestag, et il est tout à fait possible que les députés que nous aurons au sein du SPD, de la CDU, des Verts, seront beaucoup moins centristes que la façon avec laquelle les candidats se présentent au grand public, et que nous aurons finalement quand même une polarisation beaucoup plus marquée droite-gauche, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les 3 candidats ne peuvent pas tout promettre non plus, étant donné que les promesses électorales, normalement, on ne peut pas passer dessus rapidement. Michel, hein ? Oui, dans les bizarreries qu'on n'a pas encore mentionnées, il faut quand même rappeler que Olaf Scholz a essuyé une défaite absolument magistrale quand il a voulu devenir le président de son propre parti. Il n'a pas été élu, et 2 parfaits inconnus qui sont très à gauche du parti sont aujourd'hui à la tête de la SPD. Pourquoi je mentionne ça ? C'est parce que s'il joue tellement sur l'image d'être un allié de la chancelière, c'est parce que précisément son parti, qui se tient pour l'instant calme, a fait des choix totalement opposé à son choix dans le passé, et on n'est pas du tout sûr qu'à l'avenir, le parti ne se réveille pas à nouveau et veuille autre chose que Olaf Scholz aujourd'hui, d'où sa prudence. Et un deuxième fait qu'on n'a pas encore mentionné, que je trouve assez drôle, Angela Merkel, après la défaite de sa vraie dauphine Annegret Kramp-Karrenbauer, s'est complètement tenue à l'écart de la sélection du candidat à sa succession dans son propre parti. Et elle a voulu avoir cette attitude. Elle a eu une remarque très drôle d'ailleurs.
lors d'une apparition à son parti. Elle a dit oui, d'ailleurs, la CDU, et elle a fait une longue pause, et après elle a dit mon parti. Et tout le monde a compris que ça allait pas si vite pour elle de le constater. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'elle commence à se mettre en bataille pour Armin Laschet. Parce que je crois qu'il y a quand même ce serait un véritable échec pour elle si son parti a un résultat historiquement bas. Et donc, elle trouve beaucoup de bien à défendre Armin Laschet. Elle a d'ailleurs beaucoup grondé Olaf Scholz en disant non, je ne suis pas du tout d'accord. Olaf Scholz, il n'est pas comme moi. Et elle a notamment donné comme argument cette idée de ne pas exclure une coalition avec l'extrême gauche. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, Olaf Scholz n'a pas totalement exclu de s'allier à l'extrême gauche. Il a raison. Et si je comprends bien, donc il y a une grande prudence de tous les côtés et aussi une grande question de personnalité. Et la question, moi, que je voudrais vous poser à tous les deux, c'est de savoir, selon vous, lequel de ces trois candidats, même si en réalité on pense que c'est quand même plus Armin Laschet ou Olaf Scholz, probablement plus Olaf Scholz, qui aura à traiter avec un président français, lequel de ces trois s'accorderait mieux avec un président français? Les deux vont être, à mon avis, difficiles à gérer du point de vue français pour différentes raisons. La CDU aujourd'hui est vent debout contre le plan de relance. Ça a été quelque chose pour eux d'exceptionnel. D'ailleurs, Merkel a dit elle-même, et c'est lui qui critique le plus le plan de relance, et surtout la suite du plan de relance, à savoir la remise en question du pacte de stabilité, c'est Friedrich Merz. Et il fait ça publiquement, à tel point que je me demande, quand je l'entends, est-ce qu'il pense aussi un peu à l'Europe? Donc, je pense que la CDU, si jamais elle arrive au pouvoir, avec le FDP, ça veut dire aussi avec éventuellement un ministre FDP des Finances, qui serait Christian Lindner, va sans aucun doute rendre la vie très dure à une France qui, elle, voudra peut-être démanteler le pacte de stabilité sous la présidence française de l'Union européenne. Donc là, il va y avoir des discussions. Et le SPD, surtout s'il y a une alliance donc, avec la gauche radicale, je ne vois pas comment, avec le SPD et une gauche radicale, on pourra mener à bien les programmes d'armement SCAF, notamment, et chars de combat de futur que nous avons lancés en 2017-2018, qui est en cours de progression. Il y a des accords qui ont été signés, mais c'est un projet colossal, très très lourd sur le plan des finances et qui peut être remis en question. Étant donné les positions que le SPD a adoptées, notamment par exemple contre les drones, contre l'équipement de l'armée allemande de drones, et aussi contre les exportations d'armement, qui sont indispensables. Sans exportation d'armement, on ne peut pas avoir une industrie européenne de défense. Là, du coup, ce sera très difficile à gérer ça avec la gauche. Bon, alors on a le choix en France maintenant. Lequel des deux lequel des deux défis, entre guillemets, sera le plus difficile à relever pour un président français, c'est à voir. Question chronologique très pragmatique. Les élections en Allemagne ont lieu le 26 septembre. On a vu par le passé que la formation d'une coalition en Allemagne peut prendre beaucoup de temps. Nous avons en France une élection présidentielle qui est au printemps prochain. Est-ce qu'on peut imaginer, compte tenu de l'expérience, que finalement Angela Merkel, qui va assurer une sorte d'intérim de fait, puisse être jusqu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron, son interlocutrice quasiment, puisque la dernière fois, en 2017, il y a eu des discussions d'abord, si je me souviens bien, avec les libéraux, ensuite... Et les Verts. Et les Verts. Et ensuite, ça a duré longtemps, ils ne se sont pas mis d'accord. Ensuite, à partir de janvier 2018, on a commencé à discuter entre la CDU, CSU et le SPD pour finalement une prise de fonction, ou une reprise de fonction de Mme Merkel au mois de mars. 18 mars. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer que la situation se reproduise cette année? Ce qui voudrait dire, parce qu'au mois de mars, M. Macron sera en campagne, il aura quasiment fini son premier mandat, ou son mandat, si c'est son unique mandat. Alors,
rien n'est à exclure parce que justement, comme j'avais dit, c'est la première fois quand c'est d'office qu'on n'aura pas une majorité à deux. Ce qui montre d'ailleurs aussi, on a beaucoup parlé de la crise des partis en France, mais l'Allemagne a aussi maintenant une crise de partis dans la mesure où il n'y a plus deux forces majoritaires qui puissent à eux seuls, avec un petit partenaire de coalition ou avec un grand, s'assurer d'une majorité. Et effectivement, le calendrier, il est très serré. Puisque non seulement la France va rentrer en campagne, mais la France va aussi avoir la présidence de l'Union européenne. Et il va de soi que toute initiative française ne pourra pas aboutir si Madame Merkel est là uniquement pour gérer les affaires courantes. Elle ne pourra pas s'engager sur notamment, et c'est le prochain débat qu'on va avoir, aussi bien sur une union de la défense. Ursula von der Leyen en a parlé dans son discours sur l'état de l'Union. Le président Macron a déjà annoncé qu'il veut invité à un sommet sur la défense européenne, mais ce sommet, j'imagine, ne peut pas avoir lieu au mois d'avril quand les Français vont aller aux urnes. Et donc, on a un calendrier vraiment très, très serré, d'où la nécessité, effectivement, et je crois la majorité des hommes et femmes politiques en sont conscients, de former rapidement un gouvernement. Après, il y a une volonté, il y a aussi... En réalité, comme la campagne actuellement s'arrête à des jeux de personnes, on reproche à Annalena Baerbock d'avoir faussé son CV. C'est vrai, c'est pas joli. Elle a enjolivé, elle a ajouté des choses. On a reproché à Amin Laschet d'avoir souri quand il savait pas que les caméras étaient sur lui, alors qu'il était... Oui, il a piqué un faux rire quand, au moment où le président allemand prononçait un discours pour les victimes des inondations dans l'ouest de l'Allemagne. Et donc ça a été très très mal perçu. Cette image est restée ancrée comme quelque chose, un faux pas qui en quelque sorte ne le met pas à la hauteur d'un poste aussi important. Mais en même temps, quand on réfléchit à bien, c'est tout ça, c'est pas. Et aujourd'hui, on a d'ailleurs un débat sur Olaf Scholz parce qu'il a un secrétaire d'État qui fait une campagne Twitter très prononcée alors qu'il est fonctionnaire et normalement lié à un devoir de réserve. Donc on a que des petits épiphénomènes. Il a aussi été critiqué, juste sur Olaf Scholz pour avoir dénoncé une perquisition qui a eu lieu dans son ministère. En fait, et donc il a été perçu comme dénonçant une procédure de justice. Oui, et révélant par ailleurs des documents confidentiels sur Twitter. Alors effectivement, on peut s'offusquer de tous ces faits, mais il reste qu'en vue des enjeux qui attendent l'Allemagne, et on en a abordé quelques-uns, la défense, l'endettement, l'avenir du plan de relance, comment on en sort, ça ne paraît pas à la hauteur. Et donc, on a le problème qu'à partir du 26 septembre, vont commencer les vraies discussions sur le contenu. Et là, on ne sait pas comment ça va aboutir. Alors justement, essayons de prendre un peu de hauteur à partir de toutes ces informations sur la nature même de la relation franco-allemande. Est-ce qu'il peut y avoir, est-ce qu'il va y avoir une rupture ou est-ce que les fondamentaux vont rester ? Je veux dire, est-ce que finalement la relation franco-allemande où la France attend beaucoup de l'Allemagne, qui ne lâche rien ou pas grand-chose, sauf dans des circonstances particulières, dans une relation où l'Allemagne espère des réformes en France qui ne viennent pas ou pas suffisamment, est-ce que, Hans Stark, vous diriez que la relation franco-allemande, c'est un rapport de force ? Est-ce que c'est une relation de confiance ou est-ce que c'est plutôt un marché de dupes ? Oh non, ce n'est pas un marché de dupes, c'est évidemment un rapport de force, ça va de soi, parce que nous sommes quand même des États. Mais elle a une telle
signification sur le plan historique et sur le plan même émotionnel. Maintenant, on ne joue pas avec ça. Et vous l'avez très bien entendu tout à l'heure avec l'ambassadeur Lucas, qui a dit une phrase que je trouvais parfaitement claire. Il dit « on va se débrouiller ». Il aurait pu dire « wir schaffen das ». Donc ça veut dire, quoi qu'il arrive, on va se débrouiller pour faire en sorte que ça marche. Malgré nos différences qui demeurent et que tout le monde connaît, nous sommes deux pays très, très étroitement liés et très différents. Ça, on ne fonctionne pas du tout de la même façon sur le plan politique, sur le plan économique, sur un tas de choses. Je ne veux pas maintenant faire un long discours là-dessus. C'est connu tout ça. Mais on est obligé de travailler ensemble, et notamment maintenant que nous n'avons plus les Britanniques qui peuvent parfois servir d'alibi pour un petit flirt parallèle, c'est plus possible. Et donc, je pense que là, au contraire, on va peut-être même trouver beaucoup plus rapidement un terrain d'entente entre nos deux pays, sachant qu'il y aura des compromis à trouver qui vont être très, très difficiles pour la défense européenne et pour, je l'ai dit tout à l'heure déjà, pour tout ce qui touche à l'euro. Bon, ceci étant dit, Laschet et Scholz sont deux hommes qui connaissent bien les Français. Laschet a été ministre plénipotentiaire des relations franco-allemandes, il a été député européen, il est d'origine belge, je veux dire, il a d'Aix-la-Chapelle, je veux dire, il a ça dans les gènes, la relation avec la France. Donc il n'y a pas de souci à avoir de ce point de vue-là. Scholz, c'est quand même, connaît bien maintenant Bruno Le Maire et la façon avec laquelle ça fonctionne en France. Donc les deux ont eu d'ailleurs des divergences, beaucoup de divergences, mais ça a permis quand même à Scholz de sentir comment ça fonctionne en France. C'est pas comme Schröder qui arrive au pouvoir en 98 et qui connaît 98 et qui ne connaît strictement rien de la France. Qui découvre ce pays. Donc là, c'est très différent. Pour moi, beaucoup plus difficile, ce sera de savoir à quel point il va être en mesure de s'imposer. Donc, Michaela, tu l'as déjà dit tout à l'heure à l'instant, à savoir que derrière Scholz, il y a un SPD qui est beaucoup plus ancré à gauche maintenant. Donc ça va être difficile pour lui. Il a été d'ailleurs mal aimé. En plus que Scholz est quand même l'architecte, avec Schröder, des lois 4 que le SPD veut démanteler. Donc je leur souhaite du bon plaisir de ce point de vue-là. Scholz est vraiment l'incarnation du centrisme au sein du SPD, qui n'est plus majoritaire. Laschet, si jamais il est élu, va être mal élu, quoi qu'il arrive. Il risque quand même de perdre un tiers de leur électorat par rapport aux élections de 2017. Il a été impopulaire dès le départ. Il a été mal choisi contre les sondages, contre Söder au mois d'avril dernier. Et depuis, il y a eu un effet, on s'est habitué à Laschet en réalité, mais dès qu'il a glissé sur des pots de bananes, ça s'est très mal passé. Il est aujourd'hui au niveau, j'arrête après, au niveau des scores de sympathie derrière Baerbock. Donc il y a ces sondages. Si on pouvait élire le chancelier directement, donc au suffrage universel direct, alors vous voterez pour qui? Il est à 11%. C'est terrifiant. Et donc il va traîner ça, si jamais il est élu chancelier. Donc de toute façon, ce sera compliqué avec lui. Ce sera compliqué avec les deux. Mais je avec Scholz aussi pour les raisons que vous évoquiez, oui. Mais en particulier avec Laschet, qui traîne cette image quand même qui n'est pas très brillante en tout cas, et qui peut-être risque de bloquer un peu du côté des Français. Michaela ? Non, je suis totalement d'accord sur le fait que les deux ne sont pas des personnages de force de leur propre parti, mais au contraire, le résultat des divisions. Pour Olaf Scholz, on peut même dire probablement d'une ruse de l'histoire, puisque en réalité, le fait qu'il est issu de cet échec terrible à la tête du parti lui a permis de devenir ce personnage d'un coup très aimé par beaucoup d'Allemands, parce que du coup on projette sur lui cette envie de continuité en quelque sorte de l'ère Merkel. Pour Laschet, c'est tout autre chose, parce que le parti que laisse Angela Merkel est profondément divisé. On a parlé du rôle de Friedrich Merz, on n'a pas encore beaucoup parlé du rôle de la Bavière, qui est toujours un peu un État à part.
et de Marcos II, là, qui avait considéré que c'était à lui d'être candidat à la chancellerie et qui, dans un duel vraiment toute une nuit, a essayé de s'imposer et a dû se retirer, mais qui n'arrête pas de montrer justement ce visage, enfin tout ce qui... enfin, qui crée cette image d'un Armin Laschet un peu bête. Alors sur ça, je crois, c'est un peu trompeur. Je crois on met beaucoup plus en lumière ce qui marche pas, parce que justement, il a ce parti très divisé derrière lui. Alors je voudrais qu'on revienne, parce que le temps passe, à la relation franco-allemande et à l'Europe. Angela Merkel avait souvent reproché en coulisses, jamais officiellement, avait regretté de ne pas avoir de trouver en France de partenaires capables de relancer l'Europe. Quand Macron est arrivé, il a fait ce discours de la Sorbonne en 2017 et on a le sentiment quand même qu'il n'a pas trouvé beaucoup de répondants en Allemagne. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de double discours où l'Allemagne se présente comme très pro-européenne et en même temps n'a pas envie de renverser la table, on n'a pas envie d'avancer de façon très, très spectaculaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que l'Allemagne est un pays vieillissant qui n'écoute pas beaucoup sa jeunesse en plus. Et donc, on est un pays de l'Europe du statu quo. On n'a pas très envie de tout changer. Et notamment les domaines sur lesquels la France veut nous amener, c'est-à-dire la défense, horreur. Pourquoi on ne peut pas être une grande Suisse, donner de temps en temps un peu d'argent, ok, quelques soldats, mais mourir pour une cause, plus jamais l'Allemagne veut faire ça. Et les autres domaines, effectivement, quand on est âgé, c'est pas le moment où on aime à s'endetter, c'est-à-dire toute cette pensée derrière tous les projets que Emmanuel Macron avait présentés, c'est-à-dire préparer l'avenir, s'endetter pour préparer l'avenir, mais c'est pas du tout. On veut garder ce qu'on a construit. Donc c'est ça la mentalité qui explique aussi pourquoi aujourd'hui encore, et l'ambassadeur l'a dit, il y a une opinion qui ne veut pas une union de dette comme on dit en allemand, mais qui veut des finances consolidées et partir ça justement Allemands, sans laisser des dettes aux futures générations. C'est un problème psychologique, Hans Stark, chez les Allemands. Oui, enfin, je ne sais pas si c'est psychologique, mais franchement, je ne les trouve pas si pro-européens que ça. Hein. Donc, je suis désolé. Hein. Donc, ils ont pourtant été au cœur de la construction européenne. Alors, oui, bien sûr, mais ça, il y a toujours des hauts et des bas. Alors, ils ne veulent pas que l'Europe s'effondre. Ça, c'est clair. Et, donc, et ça, c'est aussi le bilan positif de Merkel. Elle a tout fait au moment difficile pour stabiliser l'Union européenne lorsqu'elle a traversé des crises. Mais Merkel s'est parfaitement contentée du fonctionnement très intergouvernemental que l'Union européenne a finalement, je dirais, acquis au fil des ans, et ça lui convient. Elle n'est pas une femme rêveuse d'une Europe fédérale, etc. Donc, je veux dire, le fonctionnement actuel avec un conseil qui décide, un conseil européen et puis le conseil des ministres, ça lui convient parfaitement, d'autant que l'Allemagne pèse beaucoup à l'intérieur. Et dans le budget notamment. Budgétairement, économiquement. Et donc, elle peut bloquer là où elle veut bloquer, elle peut faire avancer les choses là où elle le souhaite. Donc, quand je dis que l'Allemagne n'est pas très pro-européenne, ça ne veut pas dire qu'elle soit britannique, hein. Mais elle a des intérêts nationaux qu'elle défend, notamment sur le plan économique et sur le plan commercial, et qu'on qualifie à très juste titre de mercantiliste. Et c'est la raison pour laquelle nos très nombreuses propositions de Macron l'ont pris de court. L'ont pris de court d'abord parce qu'il n'y avait pas de gouvernement formé après les élections de 2017 pour être en mesure de répondre, et deux, parce que ça allait beaucoup trop loin pour les tas de raisons que Michael Havig a souligné à l'instant. Mais ça n'est pas seulement une question de
de tempo et de moment. C'est vrai que le gouvernement allemand n'était pas formé, mais il y avait aussi, c'était d'ailleurs ce qu'avait choisi Macron pour, au fond, mettre un peu l'Allemagne devant le fait accompli. Mais néanmoins, il y a les raisons de fond que vous évoquiez et qui sont peut-être majeures dans cette affaire. Oui, je vois d'ailleurs un grand malentendu sur ce fameux plan de reconstruction, de relance européen. Effectivement, Reinstag vient de dire quelque chose de très important. Merkel et ses probables successeurs ne veulent pas que l'Europe s'effondre. Et donc, effectivement, ce plan, c'était une réponse à l'angoisse que l'Europe autour. Il faut savoir, on a vu l'Italie et après notamment l'Alsace, la France, avec ces taux pandémiques juste hallucinants. Parce que, et du coup, effectivement, il y a eu une peur que l'Europe ne survive pas à cette pandémie, que économiquement, ce ne sera pas possible. Oui. D'où cette décision, d'ailleurs prise en mars, Angela Merkel avait encore dit très clairement, elle était très offusquée, très fâchée que Macron signe avec le Premier ministre italien et les pays du Sud, pour faire vite, la lettre des 7. Et au mois de mai, elle est d'accord. Donc on voit que c'est vraiment les circonstances et pas réellement une conviction européenne derrière. Et ça, il faut le garder en tête. Et je crois que ses successeurs auront cette même question qui va revenir parce que, comme beaucoup d'entre vous le savent, on a ce fameux frein à l'endettement maintenant qui a valeur constitutionnelle. Et donc, ça veut dire que cette mentalité que j'essayais de décrire que la dette, d'ailleurs, le mot même en allemand est lié à la culpabilité. Donc, dette et culpabilité font qu'une en termes sémantiques. Mais en fait, la dette est mal. Et donc, ça, c'est même au parti de Olaf Scholz, c'est présent. C'est pas un clivage droite-gauche en Allemagne. Est-ce qu'on peut dire que c'est la vision utilitaire de l'Europe qui réunit d'ailleurs les partis à gauche et à droite en Allemagne ? Ce qui intéresse l'Allemagne avant tout, c'est le marché unique. Le fameux Binnenmarkt, comme on dit en allemand, qui profite beaucoup en Allemagne, qui fait 60%, un peu plus, 65% de son commerce extérieur à l'intérieur de l'Europe des 27. Donc le marché unique est une formidable machine de stabilisation de la vie économique d'outre-Rhin. Donc évidemment, on ne veut pas y renoncer, mais ça nécessite aussi d'avoir des partenaires, des clients aussi, solvables. Et lorsqu'on a vu au mois de mars que les pays qui étaient déjà très fortement endettés allaient voir leur dette exploser, là, les Allemands se sont dit, à la sortie de la crise du Covid, il y en aura ceux parmi les États membres de l'Union européenne qui seront dans une situation solvable et encore à peu près solide, dont nous, les pays du Nord, et tous les pays du Sud, y compris la France, vont être dans une situation très difficile. Et là, ce qu'on a connu avec la Grèce dans les années 2012-2015 peut se multiplier par 2-3 avec les cas espagnols, français, italiens et j'en passe. Et donc, il fallait absolument agir. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait donc ce pas. Et peut-être aussi une question d'image derrière, parce que finalement, les images venant d'Italie, de Bergamo, étaient extrêmement choquantes. Et puis Merkel voulait peut-être aussi laisser quelque part une trace dans l'histoire en tant que femme empathique, qui a fait tellement défaut dans les années 2012-2015 lorsqu'on a traité avec les Grecs et qui s'est montrée en revanche dans la crise migratoire. Donc il y a cette Merkel-là aussi, une femme empathique qui peut changer de pied pour danser lorsqu'elle s'aperçoit que c'est nécessaire. Un mot de conclusion très rapide, Michaela. Est-ce que l'on peut dire, à la lumière de ce que vient d'expliquer Hans, que finalement, il ne faut pas trop attendre du prochain gouvernement allemand, quel qu'il soit, nous ici en France, sur le plan européen ? Oui, sur le plan européen, je pense que nous rentrons dans une période difficile et qui risque de durer au moins un an. Je pense, parce qu'il y a les deux principaux pays qui vont être occupés à choisir leur chef. Et alors qu'on a des bonnes bases au niveau des traités, il faut toujours des hommes et des femmes pour remplir de vie ces traités. Et ça ne peut que marcher si
par chance, on a des personnalités qui sont engagées sur l'Europe. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces explications. C'était très intéressant, je crois, assez éclairant. Merci. Merci beaucoup.